Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous, y compris aux nouveaux qui allaient me découvrir. Vous le savez, sur ma chaîne, il y a différents contenus qui existent et il y en a pour tous les goûts. Et je n'ai jamais dit que j'étais expert dans un domaine. Je travaille à m'améliorer sur ma façon d'appréhender la société, de vous présenter les analyses, qu'elles soient personnelles, recoupées depuis des ouvrages ou encore découvertes par des articles de journaux et on va dire différents médias qui existent. Alors sur ma chaîne, plusieurs thématiques vous sont proposées. Je vous laisse découvrir ça, des contenus également inédits qui se trouvent sur Odyssée. Donc là il faut se rendre sur une autre plateforme et vous verrez que c'est quand même travailler avec beaucoup de sources. Derrière il y a des recherches, contrairement à ce que certains voudraient laisser entendre. Alors ça faisait un petit moment que je vous parlais de cet ouvrage mais qu'il n'était pas encore présenté sur la chaîne. Charles Pépin, une philosophie de la rencontre. J'ai commencé à vous partager ça dans mes vacances dans les Landes. Et cette idée, voyez-vous, du voyage qui ouvre à l'autre et qui nous offre des perceptions nouvelles, des rencontres avec la vie et qui derrière nous permettent des introspections. Ces rencontres également sont de différents ordres. On avait vu amicales. On peut rencontrer sa famille, si je puis dire, au travers de différents repas et des partages, des anecdotes, de ce que l'on ambitionne pour l'avenir, où en fait on vient chacun amener, voyez-vous, sa petite pièce au buffet, si je puis dire. Et puis comme ça, pareil, des rencontres au travail et d'ordre amoureux aussi. Ce qui permet d'ailleurs une perpétuation de notre espèce humaine, puisque par cet attrait, finalement, on va en venir à élargir nos rapports, nos sentiments, jusqu'à se conduire ou non dans le lit conjugal avec un contrat. Donc c'est à peu près tout ça réuni dans cet ouvrage, avec des interrogations aussi sur les vertus, la fidélité, le respect que l'on peut apporter. Alors ça va être en tout cas un bon moment que l'on va partager ensemble. N'hésitez pas à liker. Vous pouvez partager, il y a la petite flèche en dessous, l'URL au-dessus, ou l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, vous me ferez fluctuer au niveau des vues, des partages et de bien d'autres choses. Et au cours de votre lecture, si le cœur vous en dit, s'il vous porte jusque-là en tout cas, il y a la possibilité de mettre un message dans les commentaires, soit une opinion momentanée, ou bien, comme je l'ai dit l'autre jour, pour les plus studieux, il vous suffit seulement de bien mettre les paragraphes dans l'ordre pour m'expliquer votre idée et les sources si jamais il y en a besoin. Bon, sur la philosophie, normalement chacun a sa petite appréhension, son idée, soit des banalités de la vie, et des fois c'est dans la simplicité que l'on retrouve la grandeur. Je crois qu'il y a des papes qui disaient comme ça: ramenez-vous à votre petitesse et vous retrouverez quelque part la grandeur du Créateur, au lieu de vous enorgueillir de jour en jour par des revenus ou encore par un diplôme, en fait parce qu'il vous donne un statut social et qui vous donne l'impression de supériorité pour écraser les autres. J'en ai vu sur internet se vautrer et surtout dire en vérité, quand derrière se situait que mensonge et manipulation. Ou il y a carrément calomnie sur une personne en disant je ne sais pas, que elle ne travaille pas, elle est au RSA, ou ce genre de choses, sans preuve. Et ça, c'est grave. Quand on fait une critique, quand on vient à montrer quelqu'un du doigt, alors qu'on n'est pas forcément propre, tout un chacun, nous sommes pécheurs, le minimum, c'est au moins quand même de pouvoir sourcer ses dires, voyez-vous. Pas de se faire un film sur une personne. Il y a quelqu'un qui se sentira visé, qui comprendra très bien ce que je dis. On m'a envoyé par mail certains rushs, et c'est pas beau. C'est pas beau de se perdre à ce point-là dans la haine. Donc aujourd'hui, loin de cette colère, loin d'animosité et tout ce qu'il en est, on se ramène plutôt à nous, ce qui nous anime, la vie, la beauté, l'amour. La rencontre, une philosophie, Charles Pépin. À la page numéro 12, il y a ce préambule qui est présent, l'introduction, et on a un discours sur le bonheur. Que la chanson Perfect Day n'aurait pas vu le jour sans un dîner à New York entre David Bowie et Lou Reed. Quand on prend la mesure de l'importance des rencontres, on porte un autre regard sur les œuvres qui nous nourrissent, sur notre vie même. Nous sommes dépendants des autres.
La rencontre n'est pas un agrément, une alternative accessoire, elle nous est essentielle. Elle est modèle de nous et elle modèle notre personnalité. Elle est au cœur de l'aventure de notre existence. Comme nous le verrons, elle n'a pas simplement le pouvoir de nous faire découvrir l'amour, l'amitié ou de nous conduire au succès. Elle nous révèle à nous-mêmes et nous ouvre au monde. C'est là sa force et son mystère. J'ai besoin de l'autre, de rencontrer l'autre pour me rencontrer, me voir sous un autre angle. Il me faut rencontrer ce qui n'est pas moi pour devenir moi. À la page 18, on avance un peu. Donc là, on rentre dans le premier chapitre, les signes de la rencontre. Je suis troublé quand se fissure ma carapace et que je sors de ce confort, de cette zone, vous voyez, le périmètre que j'ai obtenu, on va dire, par mes premiers pas dans la vie, dans la société. Sous-entendu, les parents qui ont mis un certain cocon, une forme de sécurité, et puis les premières relations que l'on a en maternelle ou à la crèche, où on s'est amené au monde, voyez-vous, avec nos propres caractéristiques. Alors il y a une voiture ou un quad qui passe, on m'a dit c'est un quad. Ouais. Désolé pour ce petit bruit, continuons. Il nous parle de ceci justement. Si par hasard nous nourrissons l'illusion d'être des monades autosuffisantes, indépendantes, tranquillement installées dans leur identité et leur habitude, nous voilà subitement réveillés. Notre confort est troublé. Nous sentons que nous aspirons à autre chose, ce qui est à la fois grisant et inquiétant. Notre trouble nous porte à la fois vers l'autre qui nous étonne et vers cette partie de nous-mêmes qui nous échappe. Picasso, rencontrant Paul Éluard, est autant surpris par l'idéalisme du poète que par l'écho qu'il trouve en lui. Dans le trouble sensuel, étendu dans les draps des faits, nous sommes surpris autant par l'autre, par sa beauté, son désir, que par ce que nous sentons monter en nous, qui parfois nous étonne. Nous découvrons de nouvelles sensations, une part de nous qui nous était imperceptible, une part de nous que nous n'imaginions pas. Et même des fois dans la gentillesse, dans des actes, voyez-vous, anodins. Mais on se redécouvre. Puis après, avec le temps, on passe à autre chose. Et puis quand on revient à faire, ne serait-ce qu'apporter le bien, aider un animal qui est en danger, ou encore qui est blessé, ou aller voir un humain qui est en dépression et tenter de lui redonner goût à la vie. Donc le goût, c'est quoi? C'est se remettre à ses sens à nouveau et à voir que l'environnement nous offre tellement de merveilles qu'on peut être là à tout déprécier et à se dire que ça y est, ah non, je veux plus ma condition terrestre, ma vie d'homme n'est que misère, ruine. Ou pour les autres, ah moi je suis fortuné, mais à un moment, vous le voyez très bien, ils sont entourés que de personnes qui majoritairement sont là par intérêt, sont présentes pour leur siphonner jusqu'au dernier euro, et une fois qu'il n'y a plus rien, ils partent. Des femmes vénales également. Il en existe. Après, encore une fois, c'est cette red pill qu'il faut avoir, mais nous devons ne pas nous enfermer dans cette détestation de l'autre, dans la colère, et de se dire que tout le monde serait pourri. Il faut y mettre une juste mesure, ce qui est très important. Et là, c'est cette idée que par la rencontre, donc, on arrive à avoir une autre forme de nous. Au fond, c'est comme s'il y avait deux rencontres simultanées quand on va vers l'autre. Celle de l'altérité de l'autre, puisqu'il s'ouvre à nous, et celle de l'altérité en nous, puisque du coup, on n'est plus vraiment certain, entre guillemets. Je est un autre, écrit Rimbaud dans une lettre à Paul Déménie en 1871. Et c'est peut-être ça qui conduisait les philosophes à dire le côté de l'être et du non-être. Et il y en a, ils se croyaient trop intelligents, ouais, non-être, c'est tout à fait bidon, ça n'a pas de sens. En fait, nous sommes toujours nous-mêmes et c'est notre âme, notre esprit qui nous habite. Ils n'ont pas compris la dimension du non-être qui n'est pas inerte. Et il n'est pas mort, il est encore en move, il est encore en déplacement. En fait, ce non-être, c'est de se dire qu'à un moment, on essaie de se placer par rapport à la parole de l'autre, à sa dimension. Donc à ce moment-ci, on n'est plus dans ce que nous, on était
les minutes précédentes. Ça ne veut pas dire que, voyez-vous, on a disparu. Non. Seulement, on écoute l'autre. Et après, on peut s'adapter ou non. C'est le non-être. Il faut parfois rencontrer l'autre pour le comprendre, l'éprouver ainsi. Rencontrer l'autre en l'autre pour découvrir qu'il y a un autre en soi et réaliser que cet autre en soi est peut-être plus soi que celui que nous croyons être. Et ça ramène à l'excellent Aldous Huxley qui nous écrivait qu'un livre n'est pas l'issue, ou en tout cas la voix que d'un seul auteur, un seul écrivain. Il s'en remet à tout son environnement, c'est-à-dire les conversations qu'il a avec des amis, les scientifiques avec qui il échange, par exemple, pour lui, dans sa dimension de science-fiction. Les gens de pouvoir, ce qui les ambitionne pour l'avenir et surtout les avancées technologiques. Et bien là, il en est de même. Quand tu échanges avec quelqu'un ou que tu l'écoutes parler sur un thème d'actualité ou encore sur une de ses passions, en fait, derrière cet homme se situent, voyez-vous, tous les paliers qui l'ont mené jusqu'à son discours final, en tout cas pour le moment. Vous comprenez? Les professeurs de vie, ceux qui l'ont remis en doute. Donc, derrière cet homme, pour qu'il soit ce qu'il est, là, au moment où vous échangez avec lui, ou par exemple, quand vous consultez ma vidéo, ce que je peux vous partager, avant que j'en arrive à tout ça, eh bien, vous voyez, il y a des écrivains qui sont intervenus, il y a des philosophes, il y a également des proches de la famille ou autres avec qui j'ai pu échanger, puis qui m'ont amené à dire « Oh non, ça c'est pas intéressant, ça c'est mieux », et un discours final à ma personnalité quelque part, pour que j'aboutisse vraiment à ce que je ressente bien, à ce que j'ai pioché par-ci par-là, eh bien c'est ça. Et donc cette idée de, dans l'autre, je redécouvre encore un autre, et que ceci en lui, quelque part, me permet de me découvrir. C'est puissant, mais il faut faire fonctionner le cerveau pour comprendre. Et j'espère ne pas vous perdre, ni vous mettre dans un brouillard. L'objectif est d'être explicite et de vous inviter à cette lecture. Comme nous sommes loin de l'hypocrite, je cite, « J'ai été ravi de vous rencontrer ». Ça souvent c'est une phrase toute faite. Que nous lâchons parfois pour écourter un rendez-vous, d'autant plus ennuyeux qu'il ne nous en rien troublé. Il y a plein comme ça de phrases qui sont des choses d'accroche ou pour se débarrasser au plus vite d'une relation. Et après on a Clint Eastwood qui met en scène la naissance et la force de ce trouble dans son adaptation cinématographique du roman de Robert James Weller, Sur la route de Madison. Meryl Streep y incarne une femme au foyer originaire du sud de l'Italie, installée depuis des décennies dans l'Iowa, ou l'Ohio, non c'est l'Iowa plutôt, avec son mari et ses 2 enfants désormais adolescents. Seule dans sa ferme pendant 4 jours, son mari et ses enfants participent à un concours bovin. Francesca fait la rencontre de Robert, un photographe du National Geographic. De passage pour un reportage sur les ponts de l'Iowa, des ponts couverts, construction de bois, pain typique de la région. Ensemble, donc Francesca et Robert, vont vivre une passion qui changera son existence. À l'issue de ces 4 jours, parenthèse Paul, où semble se condenser une vie entière, et après une déchirante hésitation, Francesca décidera de ne pas quitter son foyer et laissera Robert partir seul. Et c'est là où on voit la modernité qui invite à une tromperie, mais pas considérée comme telle. C'est-à-dire que pour conserver la fidélité dans son foyer auprès de son mari et faire en sorte qu'il n'y ait pas l'éclatement de la famille, que les enfants se retrouvent une semaine là et 2 semaines là, eh bien la femme va s'offrir une légèreté. Cette souplesse qui lui permet pendant 4 jours de retrouver un désir momentané. C'est-à-dire que là, le Robert qu'elle va voir dans ce film-là, il lui rappelle ses premières fois quelque part. Son mari, il a tellement l'habitude de la voir, son corps, il le connaît, elle pareillement, qu'il y a plus ce côté de l'un et l'autre qui se cherchent, de découverte sensuelle, de comment aussi offrir le plaisir à l'autre. Plein de choses comme ça, d'histoires aussi, de voyages qui sont racontés, d'aventures et de bien d'autres choses. Et vous voyez, il y a également, dans ce qui est décrit en tout cas, entre Francesca et Robert, cette part à la fois de mystère, d'envie de continuer, mais de se ramener à une limite. Et moi je le disais,
en fait, il y a des choses que l'on vit une fois et qui sont faites pour ça quelque part. Par exemple, ton premier saut en parachute, cette sensation, tu la redécouvriras pas plus tard. Même si on te propose un autre sport ou une autre activité qui s'en rapproche, ta sensation ne sera jamais la même. Et c'est étrange parce que dans cette société, ben, il y a énormément de femmes, entre autres, qui ont eu des relations, d'accord, qui sont différentes, avec des sensations différentes. Mais elles essayent à chaque fois de rechercher une partie dans la première catégorie. Et ce qui fait que du coup, elles viennent à répéter les mêmes erreurs. Et donc là, après, on se conduit à la page numéro 22, la différence de ce moi profond et de celui social dont je vous parlais tout à l'heure. Juste, cette femme, après, elle va faire comme si de rien n'était, elle va retourner à son... comment dirais-je, à son foyer, et puis le trouble est ici un pur vertige, hein. Ce qu'elle fait ne lui ressemble pas a priori, ça y est, elle vient à une forme de regret quelque part où tout s'étiole. Elle sait maintenant que le rêve peut prendre corps, qu'il est sur terre des joies profondes et des communions supérieures, une sublime dictature du cœur et pas simplement celle des choses à faire. Dans la parole en archipel, René Char écrit, je cite, « Il faut s'établir à l'extérieur de soi, au bord des larmes et dans l'orbite des famines, si nous voulons que quelque chose hors du commun se produise qui n'était que pour nous. » Fin de citation. C'est une belle définition du trouble de la rencontre. C'est-à-dire, même si elle n'a pas tout quitté pour Robert, c'est ce qu'a fait Francesca. Elle s'est établie durant ces 4 jours à l'extérieur d'elle-même, hors de cette identité figée dans sa vie de ménagère. Elle a pris le risque des larmes et, en effet, je cite, « quelque chose hors du commun s'est produit, qui n'était que pour eux un choc dont les ondes se propageront jusqu'à leur mort à tous les deux, et qui ressemble fort au surgissement de la vraie vie. Cette carapace qui se fissure dans le trouble de la rencontre est souvent notre carapace sociale. » Et je voudrais rajouter une chose, puisque là en ce moment en vacances, je regarde un peu plus la télé, j'ai vu une pub, je crois que c'est Intermarché, où un mari a quitté sa femme, et bon, la femme, elle est là en train de prendre des trucs pour faire des cheeseburgers, donc sous-entendu la malbouffe. Venez Intermarché et vous retrouverez le goût de la cuisine. Mais derrière, il y a donc la femme qui rencontre son ex, voyez-vous, il lui dit en gros, elle était toujours en train de bouffer de la merde, mais elle ne s'en est pas détachée. Et pourtant, elle a pris quelqu'un pour pansement, parce qu'on voit dans ce court spot publicitaire qu'elle est avec un autre, qu'elle est avec un mari, et que finalement, elle va revenir plusieurs fois dans le magasin pour montrer que ça y est, maintenant elle se met à la cuisine. Et retrouver après son premier amour. Enfin, en tout cas, c'est décrit comme tel. Vous voyez, c'est même la publicité qui fait la promotion, clairement de la tromperie. C'est-à-dire, notre magasin vous permet un lieu de rencontre pour revenir vers les conquêtes passées, parce que les hommes que vous avez pris ne sont que des pansements, servent uniquement un aspect pécuniaire, ou encore pour d'autres, on va dire, de psychologues. Mais votre amour est faux envers eux. Et c'est ce qu'on retrouve avec Francesca et Robert. C'est des femmes qui n'arrivent pas à se mettre une frontière en se disant je dois ouvrir la discussion avec mon mari, voir ce qu'on pourrait faire pour ça y est, vous voyez, de cette cuve là qui est en train de prendre trop d'ampleur, remonter au sommet, retrouver des joies, des plaisirs et aussi de l'inattendu. Parce que quand elle rentre, il y a toujours la même chose, la monotonie qui s'installe, il y a une forme de lassitude. Mais pour pallier celle-ci, s'en affranchir, il faut discuter. Il faut dire ce qui ne va pas. Pas être dans l'hypocrisie, de mettre un masque et tous les jours rentrer, être là comme si c'était les années qui étaient toujours pareilles. Vous voyez, l'amour qui était toujours aussi fort. Alors qu'au fond, elle meurt d'envie d'autre chose. Elle est là sur un collègue, ou elle est là à 2 doigts de partir ailleurs. Il faut ouvrir la conversation, la communication, c'est très important. Et je devrais même plutôt dire le premier que le deuxième. Parce que la conversation, elle engage 2 personnes qui vont chacun leur tour, on va dire tiens, je te donne ça. J'abandonne cette idée.
voyez, c'est un échange vivant. La communication, c'est plutôt l'ordre de je te transmets un message, je vais étudier ton comportement, mais en fait, je me fous après de ce que tu peux me dire. Vous voyez, la communication, ça va surtout dans un sens. C'est pour ça que on entend la communication sur les réseaux sociaux, dans les entreprises, au niveau des publicités, tout ça, c'est de l'ordre, même des politiques, de la communication. Ils te véhiculent un message, leur objectif, c'est que ça rentre dans ta tête, mais ce n'est pas de eux s'attendre à autre chose, à l'inattendu, ou voyez-vous. Il y a une certaine différence. Et souvent aujourd'hui, avec les femmes, elles attendent de la communication. Sous-entendu, c'est elles qui vont tout dicter, qui vont tenir le foyer, qui vont dire où partir, que faire, tenir la culotte quelque part. Et après, elles vont se plaindre quand ça ne fonctionne pas. Alors que la conversation est d'un autre ordre. Les deux ont leur mot à dire. Il y en aura peut-être un qui sera plus convaincant par ses arguments, parce qu'il aura posé sur la table. Vous voyez ? Mais au moins, il y aura une entente. Et bien là, c'est ce qui est dit. Et après, il y a les gens qui sont dans la carapace sociale. Donc, si le moi profond est complexe, changeant et en grande partie énigmatique, puisqu'il nous échappe et on a besoin de l'autre pour hop, en tirer quelques branches, le moi social est plus simple, plus figé. Il est nécessaire, mais réducteur. Il apparaît sur notre carte d'identité ou, encore, lorsque nous présentons notre vie, lorsque nous nous présentons par notre fonction professionnelle. Ouvrons la discussion par cette question. Je cite, « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Fin de citation. Voilà une bien mauvaise entrée en matière, tant le risque est grand de réduire l'autre à son métier ou encore au statut qui l'accompagne. C'est ce que nous pourrions appeler la glu du social. Elle nous colle parfois à la peau, au basque, entrave notre liberté, notre capacité d'ouverture aux autres et parfois à nous-mêmes. Elle gêne nos mouvements, obscurcit nos jugements, abîme notre curiosité. Oh, toi, tu es de caste inférieure, ce n'est pas intéressant. Ah, toi, tu es de cette ethnicité-là. Ouais, donc tu seras directement répugnant, nuisible. Bon, même si, pour les Françaises, hein, j'en appelle vraiment à tous ceux qui ont des Françaises, que ce soit leur femme, une tante, ou encore de plus jeunes générations, à bien leur mettre dans la tête qu'elles ne doivent pas entrer dans un métissage forcé et qu'elles doivent se méfier des nouveaux occupants de la France. C'est malheureux pour peut-être les 20-30% qui sont gentils et qui pourraient former une très belle famille, mais c'est préserver notre peuple de beaucoup de sauvageons, de personnes atroces qui voient dans ces blanches seulement, voyez-vous, un bout de tissu dans lequel, vous voyez, comme une serpillière dans lequel essuyer ce qui sort de leur corps, pour pas être trop vulgaire. Mais vous voyez là où j'en viens. Ça, c'est très important. Continuons la lecture. Hein, c'est un ajout qui est complètement différent de cette ouverture, de l'acceptation, mais nous devons marquer la différence de nos peuples. Je n'ai pas parlé de supérieur ou d'inférieur, ni de racialisme, ni de suprémacisme. Puisque j'ai déjà dit que le berceau de la civilisation était en Mésopotamie, Çatalhöyük, donc la Turquie, l'Irak, par Babylone, même s'il y a eu des dérives après. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comme là, il y en a un qui est venu commenter en me disant, au vu des posts que tu mets, je marque une pause, hein. Au vu des posts que tu mets là sur l'actualité, ne devrait-on pas tuer ces gens? Je lui ai répondu étrangement, il a supprimé son message. Je lui ai répondu que nous ne sommes pas Dieu pour tuer, et que celui qui tue par l'épée périra par l'épée, et que donc celui qui sert de la justice pour condamner quelqu'un à la mort, il passera de même par celle-ci, sous une autre forme, mais il y passera. J'ai dit en revanche, les nuisibles, ceux qui ne peuvent s'acclimater à notre population, on doit les mettre de côté, dans des camps du travail. Et on doit leur donner la possibilité, puisque Dieu est pardon, et justement, par leur labeur par leur prière, par en tout cas leur vie qui continue, à ce qu'ils se rachètent. C'est pas nous en tant qu'humains qui pourrons forcément accorder le pardon quand tu as une femme qui a été tuée ou quand tu as quelqu'un qui a été renversé ou je ne sais quel autre crime ou délinquance encore qui nous touche. Mais voyez-vous, ça a sa forme d'intérêt de les conserver en vie.
Et là, quand j'ai répondu ça, bah, pour l'autre, c'était trop nuancé. C'était pas comme il m'avait perçu. Il pensait que j'allais appeler au meurtre, au racialisme. Les blancs, prenez les armes, allez tuer tout ce qui n'est pas de votre couleur. Non, non. C'est se perdre, c'est ne pas me connaître. Et il y en a un autre comme ça qui agit pareillement. Et après, ça parle de stupidité ou je ne sais quoi. Donc revenons à l'intelligence, un continuum même, devrais-je dire, sur ce cursus, en regardant ceci. Combien d'hommes ou de femmes se condamnent à la solitude, faute d'avoir su s'arracher à cette glu du social? L'autre s'est présenté devant eux, avec peut-être la possibilité d'une histoire, mais ils ne l'ont pas vue, pas même envisagée. Ils ne se sont pas autorisés à le remarquer, gardent porte close à la possibilité du trouble, parce que cet autre ne correspond pas, ou ne correspondait pas, à leurs critères, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient, voyez-vous, d'un certain statut occupé. Certaines rencontres nous arrachent à cette glu, produisent un choc capable de fissurer notre carapace. La rencontre a alors le pouvoir de créer du jeu dans ce jeu social, l'être, le jeu. Elle fait souffler un vent de liberté sur une identité figée. Bon, il y a quelques personnes, je pense, qui vont peut-être passer. Ouais, il y a un chien assez balèze. Page numéro après, alors 24-25. Viens, je t'emmène. Un même vent de liberté souffle dans le jeu de l'amour et du hasard. Cette pièce de Marivaux met en scène la rencontre de Sylvia et de Dorante, dont les familles ont arrangé le mariage. Promise à Dorante, Sylvia obtient de son père de rencontrer son prétendant une première fois, mais déguisée en sa propre servante, de manière à avoir tout le loisir de l'observer incognito, on s'aperçoit que Dorante a exactement la même idée. Donc cette femme, qui est amoureuse d'un homme, en l'occurrence de Dorante, veut voir s'il est attiré par elle uniquement pour son statut, sa beauté ou autre, ou pour ce qu'elle est au fond. Et là, elle va se grimer, elle va se mettre en servante. Sauf que Dorante, lui, c'est pareil. Il se dit, est-ce qu'elle est attirée par moi pour X ou Y raison, ou c'est vraiment, voyez-vous, ma personne qui l'intéresse. Donc Dorante a exactement la même idée, il revêt les habits de son valet pour se présenter devant Sylvia. Et malgré les masques, le charme opère. À la base, Dorante se grime pour tomber amoureux de cette Sylvia, mais quand il arrive sur place, il la voit pas et il voit une servante. Et il tombe amoureux d'elle. Et elle est pour Dorante, mais elle voit pas Dorante, elle voit quelqu'un qui est grimé, donc lui il est grimé en valet, et elle tombe aussi amoureux de lui. Mais sans savoir au début. C'est là qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Et malgré les masques, le charme opère. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Le trouble les prend par surprise, en dépit des apparences. C'est la force de la rencontre. Elle a le pouvoir d'effacer les attentes, de déjouer les pronostics, de redistribuer les cartes. Sylvia attend de découvrir son promis, mais voilà qu'un autre éveille sa curiosité, qu'elle croit être le valet de celui-ci. De même pour Dorante qui questionne la servante sur sa maîtresse, mais doit se rendre à l'évidence. C'est la servante maintenant qui lui plaît. Tandis que Dorante lui parle, Sylvia se découvre troublée et se dit à elle-même, je cite, « À la fin, je crois qu'il m'amuse. » Fin de citation. Et alors qu'il lui confie, je cite, « Je voulais moi-même te parler d'autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. » Fin de citation, elle lui avoue de même, « J'avais de mon côté quelque chose à te dire, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi à moi. » Fin de citation. Donc en fait, ils voulaient s'interroger mutuellement sur le maître et la maîtresse. Or, en fait, les deux sont les personnes concernées. Donc après, à plusieurs reprises, elle annonce qu'elle s'en va, mais ne parvient pas à partir. Ce départ sans cesse différé, très théâtral, donne bien à voir le trouble à la fois gênant et plaisant. Découvrant son émoi pour celui qu'elle prend pour le valet de Dorante, elle s'étonne de se voir si charmée. Je cite, « Quel homme pour un valet ?» Fin de citation. Elle essaie bien de se raisonner. Je cite. « On m'a prédit que je n'épouserai jamais qu'un homme de condition. » Fin de citation, mais rien n'y fait. Les arguments de la raison ne portent pas lorsque le cœur parle. Le conditionnement social n'est pas un destin. Certaines rencontres nous le rappellent. Non sans heurte, bien souvent, tant cet arrachement à la glu du social peut être dérangeant. Sylvia, cependant, se réjouit que Dorante s'en montre capable. En effet, comprenant
La première qu'ils ont eu la même idée, découvrant avant lui leur véritable identité, elle jubile de le voir séduit par celle qu'il croit être une servante. Je cite, ce qui lui en coûte à se déterminer ne me le rend que plus estimable. Il pense qu'il chagrinera son père en m'épousant. Il croit trahir sa fortune et sa naissance. Voilà de grands sujets de réflexion. Je serais charmé de triompher. Mais il faut que j'arrache ma victoire et non pas qu'il me la donne. Fin de citation. Même s'ils sont de même rang et se marieront conformément aux vœux de leur famille, le trouble qu'ils éprouvent à cet instant fissure leur identité sociale. Ils acceptent un élan du cœur, socialement inconvénient, et d'autant plus délicieux, excitant, qu'il constitue une transgression. En déplaçant le moi social, en perturbant la clarté, brouillant ses contours, et parfois même en révélant le leur, l'artifice, la rencontre redonne droit de citer au moi profond. D'où ce sentiment si fort, au cœur du trouble qu'elle provoque, d'exister pleinement, d'exister enfin. Le moi profond ne se laisse plus recouvrir par le moi social, il le déborde soudain. Le trouble indique le chemin parcouru, parfois en un temps record. Tout avait commencé par, je cite, « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» On entend désormais s'élever la voix de France Gall et sa troublante proposition « Viens, je t'emmène », etc. Alors je vais boire un petit coup et on continue la lecture, puisque la marche est aussi épuisante, mais voilà. Et parce qu'avant d'arriver, on va dire sur un lieu assez abrité du vent, où vous pouvez encore entendre derrière vous le côté de la mer, quelques oiseaux qui viennent piailler, j'ai dû marcher un bon 15-20 minutes avant d'être là. Voilà, petit partage complémentaire. À la page numéro, hop, donc on a fait 24, 25, 26, on se conduit maintenant à la 32, hop. Alors, 31-32. Le coup de foudre de Solal pour Ariane au début de Belle du Seigneur a lui aussi le goût des retrouvailles. Le style flamboyant d'Albert Cohen exprime à merveille la puissance de cette évidence et ce qu'elle peut avoir de troublant pour les animaux prétendument raisonnables et rationnels que nous sommes. Je cite. En ce soir du Ritz, soir du destin, elle m'est apparue, noble parmi les ignobles, apparue, redoutable de beauté, elle et moi, et nul autre, en la cohue des réussisseurs et les avides d'importance. C'était elle, l'inattendu et l'attendu, aussitôt élue en ce soir de destin, élue au premier battement de ses longs cils recourbés. Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer peu. Il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Fin de citation. Ariane est pour Solal une parfaite inconnue, mais il ne doute pas un seul instant. Il vient de rencontrer sa femme. Il aura suffi d'une fraction de seconde, le temps d'un battement de paupières. Il n'a besoin d'aucun argument, d'aucun raisonnement, pas même d'une parole. Solal, reconnaissant Ariane, celle qui lui effacera les précédentes conquêtes, celle qui les effacera toutes. Je cite. L'inattendu et l'attendu. Inattendu car elle surgit par surprise, mais attendu car il reconnaît celle qu'il désirait, vers laquelle toute sa vie passée l'a conduit, avec laquelle il avait donc rendez-vous. Et il reconnaît ce soir de destin, alors même qu'il se trouve au Ritz par hasard. Et Solal poursuit, je cite. « Dites-moi, fou, mais croyez-moi. » Un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir. Et ce fut la gloire et le printemps et le soleil et la mer tiède et sa transparence près du rivage et ma jeunesse revenue et le monde était né. Et je sus que personne avant elle, ni Adrienne, ni Aude, ni Isolde, ni les autres de ma splendeur jeunesse, toutes d'elles annonciatrices et servantes. Oui, personne avant elle,
personne après elle. Fin de citation. Elle est l'unique. Cette moitié qui était attendue. Il y a en effet quelque chose de fou dans la puissance de cette évidence. Nous passons nos vies à douter, mais certaines rencontres ont le pouvoir de nous délivrer, parfois d'un seul geste. Le temps d'un battement de paupières. Que révèle-t-elle en nous? Que réveille-t-elle en nous? Qui ne laisse plus de place à l'incertitude. Que rencontrons-nous alors? Quelque chose, probablement de la vraie vie, dont nous reparlerons. Nous acceptons d'être emportés malgré le danger. Au cœur de cette prise de risque, un sentiment de familiarité nous rassure. Nous sommes en confiance. Nous nous sentons chez nous dans l'inconnu. C'est le signe que nous rencontrons quelqu'un. Dans la vie d'Adèle, Palme d'Or au Festival de Cannes en 2013, Abdelatif Kechiche filme l'instant exact de cette révélation. Adèle est en train de marcher dans la rue quand elle aperçoit Emma. Sur le trottoir, un musicien tape sur ses congas. Emma a les cheveux bleus, courts, donc gauchiste, hein, et elle tient par l'épaule une autre fille aux cheveux courts. Lorsqu'Adèle croise le couple, Emma se retourne sur elle et Adèle fait de même. Leurs regards se croisent. Bon après, ça c'est l'amour que je ne trouve pas forcément joli quand c'est de l'ordre LGBT. Navré hein, pour ceux qui passeront là, qui mettront un dislike ou un signalement, ainsi soit-il. Je ne trouve pas ça merveilleux. Allons à la page numéro 40 pour s'en remettre à quelque chose de mieux. 39-40. Je cite. « Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose », explique Gilles Deleuze dans son abécédaire à la lettre D comme « désir ». On désire un ensemble, ou plus exactement, on désire dans un ensemble. On désire tout un monde, celui qui est associé à l'être rencontré et dont on ne devine d'abord que les reliefs, un monde fait d'habitudes, de gestes, d'amis et d'ennemis, d'émotions, de perceptions et de souvenirs. Gilles Deleuze même synthétise une métaphore développée par Marcel Proust dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je cite. « On ne désire pas simplement une femme, mais tout un paysage enveloppé dans cette femme. » Fin de citation. La rencontre, c'est avoir envie de déplier ce paysage pour s'y promener. C'est rencontrer. C'est aimer l'idée que cela prendra du temps, que l'on ne sait pas précisément ce que l'on va y trouver. Je cite. Désirer, dit encore Deleuze, c'est construire un agencement, construire un ensemble autour de l'objet du désir. La curiosité et le désir ne prennent donc pas simplement l'autre comme objet, mais englobent tout cet agencement, cet ensemble construit autour de lui. Je suis curieux de tout ton univers, de tout ce qui est relié à toi, agencé autour de toi. Cette curiosité pour l'autre a une vertu, elle dure, surconnectée, sollicitée de toutes parts, interpellée sans cesse par les notifications de nos smartphones, nous risquons de perdre le sens de la durée, de la construction, de l'approfondissement des choses et des liens. Curieux de tout, nous ne le sommes plus de rien. La vraie curiosité demande du temps. Rencontrer quelqu'un, c'est découvrir un monde si vaste que nous n'en ferons peut-être jamais le tour. Sentir en soi une curiosité qui ne se tarira pas de sitôt, comprendre que le mystère d'un être ne se dissipe pas en quelques jours. Voilà une manière d'échapper à l'agitation de l'époque et l'une des belles promesses de la rencontre. Quel bonheur, quelle surprise d'être enfin arraché à l'éparpillement par la puissance d'une curiosité maintenue, insistante. Avant même d'avoir l'idée d'Out of Africa, Sidney Pollack a été un lecteur de Karen Blixen, de La ferme africaine bien sûr, son grand roman autobiographique, mais également d'un recueil de nouvelles, Anecdotes du destin. Il souhaitait poursuivre l'exploration de son monde, approfondir cette rencontre, mieux connaître celle dont il avait tant aimé les livres. Alors, il a décidé d'adapter ses mémoires au cinéma. Out of Africa, donc Out of Africa, est né de cette curiosité pour le monde de l'autre. Pas étonnant qu'il la raconte si bien. On se conduit après à la page 45. Donc nous sommes au 4e chapitre. J'ai envie de me lancer quand l'autre me donne des ailes. Une rencontre marque parfois aussi la naissance d'un projet.
Le monde de l'autre nous intéresse moins que tout ce que nous allons pouvoir maintenant construire ensemble. Le signe que la rencontre a lieu est alors l'excitation que ce projet provoque en nous. Cette envie d'en découdre, de s'engager sans tarder, la certitude que nous allons faire équipe et ensemble réaliser de grandes choses. Avoir rencontré l'autre nous donne des ailes. Nous allons additionner nos talents pour créer un être ensemble qui sera supérieur à la somme des parties. Nous allons prouver que 1 plus 1 est égal à 3. Alors là, c'est pas du Vandame. 1 plus 1 égale à 3, pourquoi? Puisque nous sommes dans le projet. Donc, moi et toi, on va réaliser ensemble un bébé. Allez, ça peut être un projet, entre guillemets, soit le bébé au premier sens, c'est-à-dire un être humain. Donc de deux corps, en résulte une seule chair, et de cette chair, en fait, en résulte une autre. Hein. Cette alliance, c'est à la fois l'homme et la femme qui ne font qu'un, et de cette unique chair, une autre chair qui naît. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une double notion, en tout cas biblique, quand ça nous est annoncé comme tel, de ce contrat, de cette promesse, de cet engagement. Eh bien, 1 plus 1 égale 3 également pour le projet. Et ce que l'on peut mettre, par exemple, devenir propriétaire, ou faire le tour du monde, ou encore, je sais pas, goûter toutes les localités qui peuvent exister en France. C'est un projet, ça ne veut pas dire qu'il va forcément se conclure et avoir une fin. Il y aura toujours quelque chose d'autre. Mais c'est, voilà, se mettre dans un déplacement, s'engager dans un agenda quelque part. Cela ne s'explique pas, mais se vit, se perçoit, se ressent. La rencontre crée un désir, ouvre un champ de possibles, et maintenant il faut s'y engouffrer. Je cite, « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. » J'avais fait dans un freestyle, je crois que j'avais dit, l'affirmation est viable... Attends, l'affirmation est viable, je ne sais plus par quoi. Ah, attendez, c'était quoi que j'avais dit? Que je sois précis? Ah oui, ça sera ton affirmation est viable si tu passes à l'action, tu vois, un truc comme ça, genre l'affirmation est viable et le tout est commis par une action fiable. Enfin, je sais plus, il faudrait que je le retrouve, mais c'était de cet ordre-là en tout cas, assez intelligent. Avec toi, je n'hésite pas une seule seconde, je veux monter ce projet, cette entreprise. Avec toi, je veux militer, m'engager. Avec toi, je veux avoir un enfant. Chez les êtres de relation que nous sommes, l'engagement dans un projet ou une cause est très souvent conditionné par la rencontre. Peut-être avais-je déjà songé à m'engager. L'idée me travaille depuis un certain temps, mais cette rencontre a été le déclencheur, la preuve que je t'ai rencontré, celle que nous nous lançons maintenant ensemble. Dans son autobiographie Life, Kate Richard évoque sa rencontre avec Mick Jagger en 1960 sur le quai de la gare de Dartford, en banlieue de Londres. Il a 17 ans et reconnaît ce visage en face de lui. Je cite. « Je tenais à la main un des disques de Chuck quand un gars que je ne connaissais que à l'école primaire vient vers moi. Il a tous les disques de Chuck Berry et tous les disques que Chuck Berry a fait, Jimmy Reed, Muddy Waters, Chuck, Howlin' Wolf, John Lee, Hawker, etc. Enfin bref, ce gars à la gare, il s'appelle Mick Jagger. » Fin de citation. Après, bon, ils discutent de leur rencontre. Pareil, on va passer et aller à la page 50. Je retrouverai quand même, hein, parce qu'à chaque fois que je dis des choses, c'est sourcé et il y a une forme de réflexion derrière. Donc je vais vous retrouver ce passage que j'essaie de vous énumérer juste avant. D'accord? J'espère que la lecture est plutôt fluide. Il y a peut-être un ou deux mots qui ont été dévorés dans ma lecture, mais le fond est là. Vous comprenez? On a fait le besoin de l'autre pour se rencontrer, le jeu qui est un autre. Donc comme le disait Rimbaud, la différence du moi profond et de celui social, hein, où on s'entraîne par un statut alors qu'en fait on a l'histoire de Sylvia et de Dorante qui nous prouve le contraire, que si on est destiné, peu importe l'accoutrement que l'on aura et le poste qui quelque part nous affichera dans une hiérarchie, si la rencontre doit se faire, elle s'opérera. Et cette curiosité se retrouvera par l'inattendu et l'attendu, c'est-à-dire cet attendu qui nous a travaillé pendant des années, où on sait précisément à peu près ce que notre cœur veut, et non ce que notre cerveau est en train d'entamer en architecture, en disant tiens,
Voyez-vous, je suis dans le détail. Comme un couturier qui viendrait à sélectionner son textile, les fils qu'il va utiliser, les aiguilles, il aura sa maquette, vous voyez, avec plein de critères qui vont malheureusement le limiter à peut-être bien des œuvres artistiques qui auraient pu mieux le faire connaître ou mieux l'épanouir. L'humain, c'est pareil, si je peux utiliser, on va dire, cette forme-là. La curiosité donc conduit à comprendre la complémentarité qui vient en fait assembler les talents, ça c'était à la page 45, c'est ce que nous avons passé, et nous en arrivons donc à la page 50, où 1 et 1 font 3 par ce projet et par cette union. Ce qui veut dire qu'après, de tout cela, on se conduit à la page numéro 54, au 5e chapitre, c'est « Je découvre ton point de vue quand je fais l'expérience de ton altérité ». Rencontrer quelqu'un, c'est découvrir un autre point de vue sur les choses, faire l'expérience d'un changement dans notre rapport au monde. Depuis que je t'ai rencontré, je ne suis plus au centre de mon monde. Je ne suis plus cette monade percevant le monde depuis sa seule position. On en avait parlé à Souston, où je vous avais pris pendant, je crois que c'était une demi-heure, un truc comme ça, le tour du lac, et je vous avais montré cette ouverture à l'autre et sortir, hop, il y a une petite bête qui est arrivée, et éviter toutes ces certitudes. Et après on avait abouti à la finalité, puisque chacun fait son libre choix et des décisions que l'on prendra en collectif, soit on viendra à se conduire à notre précipitation dans le fossé, c'est-à-dire en fait on ne sait plus vraiment apprécier ce qui nous entoure. L'histoire de la red pill aussi, on déteste. Voyez-vous, on se détache en fait de toutes ces relations et on fait que de la consommation. Des plaisirs instantanés, des désirs charnels qui passent puisqu'ils sont hebdomadaires ou journaliers. Et il y a cette idée de moi je peux conquérir autant de femmes. Ou pour les femmes, moi je peux me taper tous les beaux gosses. Par exemple. Donc, de tout ça, on effrite les familles, on enlève le socle qui faisait la société, les vertus, on se conduit au vice. Et je disais, comme l'Apocalypse, donc la révélation n'est pas datée, il n'y a personne qui connaît la date ni le jour, si ce n'est Dieu, bien évidemment. Personne n'est digne sur terre non plus de le connaître. Pourquoi? Bien en fait, c'est parce que l'Apocalypse, ça nous annonce ce qui arrivera quand on retournera dans Sodome et Gomorrhe, dans la perte de repères. Ce qui signifie que ça sera une succession de décisions qui nous conduiront à des guerres, à des drames. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, ça arrivera. Il y aura des famines, parce que peut-être il y aura une mauvaise gestion, où on perdra le savoir agricole. Et bien d'autres choses comme ça, où on modifiera le vivant et voyez-vous, de ces manipulations génétiques et des mutations, ça entraînera tout un tas de désordres. Mais là, c'est la même chose. On voyait hier dans la personne, vous savez, sous le droit romain, le statut, le côté politique, ou bien l'attrait sexuel, ou encore, en fait, on se définissait selon ce que l'on occupe. Et aujourd'hui, il tente de nous ramener dans ça. Rome, elle a fini en ruine. Et en plus, en voulant accueillir je ne sais combien d'étrangers au sein de son propre empire, son propre royaume. C'est ça qui l'a précipité aussi à sa fin. Et je pense que quand on fait une agitation, un mélange de tous ces groupes humains, eh bien, on ramène beaucoup d'hommes qui ne vont pas avoir le même respect pour les femmes, puisqu'elles ne sont pas de leur culture. Vous voyez ? Et ça va conduire à ça, à cette forme de consommation. Je peux me tromper, hein. Mais dans la Bible, par exemple, on avait l'idée de certains descendants des tribus qui ne devaient pas aller se mélanger avec les femmes de Canaan. Pourquoi? Parce que celles-ci étaient considérées comme trop faciles. Mais est-ce qu'elles se donnaient à leur propre peuple ou plutôt à ceux qui étaient de passage? C'est là toute la complication de la chose, de ces fausses rencontres aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je vais continuer. Donc découvrir un autre par un autre. Désormais, je vois les choses également à travers ton regard. Ça, c'est fort, hein. Ça nous fait sortir de l'ego aussi. Moi, je dis pas de l'effacer, hein, parce que j'ai côtoyé des gens qui disaient il ne faut pas en avoir. En fait, il faut toujours être soumis à tout ce que tout le monde te dit. Non, il faut savoir t'affirmer aussi. Mais garder ta part d'ouverture. Tu sais très bien que tu n'es pas parfait. Donc accepte ce que l'autre peut te donner. Tu verras que tu en sortiras énormément enrichi. Pas forcément en monnaie ou en biens matériels, mais ne serait-ce que
en culture et en appréciation de toi-même. T'en as certains qui vont me dire, on va dire, ils vont t'aborder non pas pour t'améliorer mais pour te rabaisser. Donc c'est pour ça qu'il faut un juste milieu. Si tu sais t'affirmer, l'autre qui te dit que tu es obèse, tu lui diras en fait d'aller voir d'autres hommes s'il est attiré par les hommes. Tu comprends? C'est ce genre de choses. Il faut savoir obtenir une bonne réplique aux situations qui correspondent. Et à d'autres moments, la mettre en stand-by. Il y a pas mal de chiens. S'il veut venir, non, il veut pas. Un troisième. Là, ici, ils ont beaucoup de lévriers au niveau des plages. Tu les vois, ça fonce. Dommage que je puisse pas. Sur téléphone, il y a un truc qui est mal fait. Je partage une petite parenthèse. C'est qu'en fait, je peux pas appuyer sur un bouton qui retournerait la caméra. Et j'ai pas trouvé cette option, en tout cas sur le téléphone que j'ai. Si j'appuie là, ça prend juste une capture de photo. C'est tout. Mais ça fait rien de plus. Ou je peux mettre en pause aussi et arrêter. Bref. Petit détail technique hein, en parallèle. Donc désormais, hein, je vois les choses également à travers ton regard. Une information fait la une de l'actualité et j'ai l'impression de savoir comment tu vas la recevoir. Et j'ai toujours ma propre perception, mais en même temps, je me suis enrichi. Et je me dis, tiens, il pourrait penser comme ça, l'ami ou ma femme, bon, je la connais encore mieux. Je devine directement sa réaction. Et inversement, elle aussi, elle peut, si elle est attachée à ça, à cette forme de doctrine, à anticiper ce que je vais dire. J'assiste à une conférence et j'imagine alors les réflexions qu'elles inspirent, qu'elles t'inspirent. J'écoute une chanson et je crois savoir si elle va te plaire. Et lorsque nous allons au cinéma, je regarde le film aussi avec tes yeux. En sortant de la salle, souvent tu confirmes mon pressentiment. Tu as été touché par cette scène. Le fait de t'avoir rencontré et d'avoir adopté ton point de vue sur le monde n'empêche pas que je garde mon goût, mon regard, ma vision. Mais ils y sont enrichis du tien. J'ai vu le film de 2 fois. Non pas à 2 reprises, mais simultanément avec mes yeux et avec les tiens. Et depuis que je t'ai rencontré, c'est le monde entier que je perçois désormais 2 fois. Le fait de ne plus être au centre de ce monde est à la fois déroutant et excitant. On sort de son propre monde là, pour épouser celui qui nous englobe. Déroutant car je suis arraché à ma façon habituelle de voir les choses. Excitant car j'appréhende enfin le monde autrement. Je découvre avec d'autres yeux que les miens. Je cite, « L'autre me vole mon monde », fin de citation, écrit Sartre, pour qualifier cette douloureuse expérience de l'altérité, qui ne se produit pas immédiatement. Il faut des expériences répétées de ce changement de regard pour accéder ainsi au point de vue de l'autre. Cette découverte de l'altérité indique que la rencontre a eu lieu et commence à produire ses effets. Alors en général, ça va fonctionner soit avec un membre de votre famille, soit un grand ami, ou bien une femme. Et après, de temps à autre, de façon un peu plus éparse, avec des collègues de travail, où vous connaissez un peu leur humeur et vous savez, lorsqu'il y a un rendez-vous et puis qu'il y a un manager ou autre qui fait tout son blabla pour en fait justifier son poste, vous voyez, en parlant de stats, de temps de rendu, des retours clients, du stock ou autre encore qui reste d'assurance, par exemple à gérer. Vous voyez, dans les retours des personnes décédées, des documents, bref, il y a plein de métiers comme ça qui existent. Vous avez un suivi, vous voyez vos collègues. Il y a celui qui va être à fond dedans, ah ouais, il faut les stats. Il y a l'autre, ça va le saouler. En fait, il est présent, mais tu lui demandes de répéter. Il est passé à côté de la plaque. Et bref, vous les voyez. Eh bien, eux-mêmes appréhendent ce que vous allez dire. On a de toute façon nos habitudes qui après s'installent. À la page donc 54, c'est là où on était, découvrir l'autre. Page 55, on vient de la faire. Bien sûr, hein, nous avons aussi la connaissance que l'autre existe. Mais la rencontre, c'est différent. Tu vas le rencontrer vraiment, c'est faire en fait l'expérience de sa différence. Et ça exige davantage d'efforts. Cette conscience de l'autre, je l'ai en voiture lorsqu'il me fait une queue de poisson, mais je ne le rencontre pas. Je l'ai lorsque mon travail me contraint à collaborer avec lui, mais je ne le rencontre pas nécessairement pour autant. Je l'ai lorsque l'autre me tient lieu de partenaire sexuel interchangeable, mais il n'est pas dit que je le rencontre à chaque fois. En revanche, quand cet autre devient mon amour, mon ami, mon partenaire, lorsque je ne peux plus vivre un événement sans le ressentir également à travers lui, alors je sais que là,
je l'ai vraiment rencontré. Je fais dans la durée l'expérience de sa différence, de son altérité. Étrange expérience d'ailleurs. Si l'autre est vraiment autre, comment puis-je me mettre à sa place? Sa différence ne constitue-t-elle pas un fossé qui m'empêche de le rejoindre, de le comprendre, de le rencontrer? La rencontre de l'autre n'est-elle pas, par essence, impossible? Puisque l'être, et donc lui, ce serait le non-être. Donc je pourrais me mettre dans sa condition d'être quand moi je suis dans le non-être. Vous comprenez? C'est là tout l'ordre philosophique derrière. Il y a une sacrée intelligence en réalité, il y a des choses à développer. J'ai pas encore le niveau et le parcours de vie qui me permet d'engager une très très grosse philosophie derrière. Mais j'en cerne déjà les préceptes et les périmètres. L'expérience nous montre heureusement le contraire. La plupart des amis, amoureux, amants, ne doutent pas de s'être rencontrés. Mais comment être sûr que cette rencontre est réelle? Que nous ne sommes pas en train de nous illusionner et de nous faire un film? Précisément, en observant, jour après jour, que nous sommes capables de nous décentrer. Chaque fois que nous réussissons à voir le monde à travers les yeux de l'autre, nous faisons mentir une impossibilité théorique. La vie est plus forte que la théorie. Chaque fois que le monde s'offre à moi, autrement que parce que je le découvre avec tes yeux, je sais que je t'ai rencontré. Analysons avec le philosophe Alain Badiou ce qui se joue dans la rencontre amoureuse. Je cite, « L'amour est une construction, c'est une vie qui se fait, non plus du point de vue de l'un, mais du point de vue de deux. Du deux. » Fin de citation. Et cette construction, comme toutes les constructions, prend du temps. Le temps de découvrir l'autre, de comprendre à quel point il voit les choses sous un angle différent. Nous n'avons, je cite, jamais fini de faire le tour de l'autre. Fin de citation. Écrit avec bonheur Alain Badiou. Comment se risquer sans amour, sans amitié? Comment tenter ainsi l'impossible? Voir le monde les yeux? Voir le monde avec les yeux d'un autre? Il faut, pour espérer y parvenir, des sentiments qui durent, de l'amitié ou de l'amour. Sans ces affects, l'expérience intellectuelle du changement de point de vue serait tout bonnement impossible. Sans l'amour et l'amitié, nous serions incapables de faire cette expérience de l'altérité. C'est le sens de l'affirmation énigmatique de Platon, je cite, « Qui n'a jamais aimé ne peut philosopher. » Fin de citation. Si philosopher consiste à sortir de l'enfermement dans sa propre opinion pour apprendre à penser contre soi, alors l'amour me fait entrer en philosophie parce qu'il m'apprend à me mettre à la place de l'autre, à voir le monde à partir d'une position qui est celle de la différence et non de l'identité, ce qui ramène à la dignité aussi. Ce signe-là ne peut être trompeur. Si je ne vois plus les choses pareillement depuis ma seule identité du point de vue de l'un, mais à partir de notre belle différence, du point de vue du deux, c'est que je t'ai rencontré, c'est que le dialogue a commencé. Ce dialogue se poursuit chaque fois que nous débattons du film en sortant dans la salle de cinéma, en sortant de la salle du cinéma, chaque fois que nous constatons notre écart d'opinion sur un sujet de société et mesurons combien nous sommes différents. Ce dialogue qui commence d'ailleurs de plus en plus souvent avant la rencontre physique, sur son téléphone ou devant son ordinateur, la prolifération des sites ou applications de rencontres et l'allongement de la durée des chats avant le premier rendez-vous permettant finalement de mieux se familiariser avec le point de vue de l'autre. Bon après, c'est omettre toutes les tromperies et les agitations, on va dire, les messages où les mots sont employés pour derrière passer à l'objectif plus rapidement. Et à la finalité de ce rendez-vous, c'est le sexe. Ça ne sera pas le restaurant et passer un bon moment. La plupart, tout ça, ce sera que de la façade. Pour après, s'en remettre à l'intérieur du bâtiment, si je puis dire. Ou à l'intérieur de l'être. S'ouvrir au point de vue de l'autre peut d'ailleurs dissiper bien des malentendus, dénouer bien des crises. Imaginons un mari blessé que sa femme accepte l'invitation à déjeuner d'un autre. Ce dernier occupe le même poste qu'elle dans une entreprise concurrente. Discuter avec lui peut donc s'avérer instructif. Mais il lui a fait par le passé des avances un peu trop appuyées. Le mari souhaiterait qu'elle ferme la porte plus nettement. À ses yeux, déjeuner avec un homme
plus particulièrement celui qui l'a déjà convoité, revient à l'encourager, à se montrer disponible, bref, à jouer son jeu. Et alors, il se sent trahi. Mais c'est parce qu'il n'adopte pas le point de vue de sa femme. Elle n'a pas oublié les avances de cet homme, mais elle préfère les ignorer et ne pas manquer une discussion intéressante. Elle se comporte donc comme si elle n'avait jamais eu lieu ces propositions. Si elle s'interdisait de fréquenter tous ceux qui l'ont ou pourraient la draguer, son réseau relationnel rétrécirait considérablement. Et c'est là où on nous dit aujourd'hui d'avoir confiance aussi en la femme. Elle est quand même douée de raison, et si elle a promis qu'elle n'ira pas voir ailleurs, peu importe les opportunités, elle ne le fera pas. Mais bon, ça c'est la théorie et la parlotte. Et la réalité, c'est que, comme on l'a vu, elles aiment se sentir désirées, et à partir de là, se laissent conduire plus facilement à des adultères, à des tromperies, à d'autres ordres encore. 1 heure de direct, c'est parfait. On a la page numéro 60 et ça continuera la prochaine fois où ça sera plus complet encore. Et là, on est vraiment, pour l'instant, en train de mettre les pieds dans le plat. D'accord ? Et après, on verra pour le déguster, entre guillemets. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me faire un retour aussi, à me dire pourquoi pas si la ponctuation n'est pas assez prononcée, si ça vous a gêné, qu'il y a eu 2-3 mots qui ont été mâchés, ou même lorsque des fois je fais quelques fautes de français, hein, j'essaie de me reprendre après, mais ça arrive à tout le monde. Puis il y a la fatigue aussi qui s'enchaîne. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à aller consulter les autres contenus sur Odyssée, vous avez le lien dans la description. Et encore une fois, nous passerons des critiques non argumentées et des haineux, des jaloux, de tous ceux qui n'arrivent pas à construire autant d'intelligence et qui pensent que là, quand je vous fais des vidéos comme ça, il n'y a aucune forme d'intelligence et que je suis dans un discours apparemment appris par cœur. Alors ça serait quand même incroyable, hein, j'aurais un cerveau très très puissant au vu de toutes les vidéos que je vous propose pour avoir un cerveau où il y a déjà des choses qui me sont prédéfinies. Enfin bon, passons ces détails, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, hein, tout dépend de quand vous me regardez et on se dit à bientôt, la vérité est notre avenir. Bye.